toute première table ronde et on a l'immense plaisir, sous vos applaudissements, il faut bien que le public puisse accueillir Yann Wildcock, directeur général d'Arkea AM, et Éric Lory, co-directeur de la gestion Exane AM. Merci infiniment, messieurs, d'être avec nous. On va se poser plein de questions autour de la décorrélation, qui évidemment est une chose fondamentale pour vous. Juste reprécisez-moi, parce que vous savez que je suis le moins intelligent de ce plateau, ce qu'est précisément cette décorrélation, avant qu'on rentre dans des sujets d'actualité. Ils sont extrêmement nombreux à travers votre prisme. Yann, la question est tellement simple. Je vais faire une précision, c'est que nous avons une table ronde qui est parfaitement décorrélée. On est d'accord ? Complètement. Bon, alors, comme vous êtes décorrélé, racontez-nous la décorrélation en quelques mots. Et ensuite, on passera à cette métamorphose sociétale qui nous occupe ce matin. La décorrélation, c'est la décorrélation entre nos secteurs d'activité. Moi, l'immobilier plus particulièrement, parce que Arkea AM est une société de gestion uniquement spécialisée dans l'immobilier et l'économie réelle, et comment justement investir dans ces différents secteurs permet d'avoir des stratégies financières intéressantes et rémunératrices. Éric ? Voilà, donc pour moi, la décorrélation vient du fait que ce que l'on fait chez Exane AM, notamment la partie long-short, market neutre, est corrélée à rien du tout. Donc c'est ni corrélé à ce qui vient d'être décrit, ni corrélé à l'ensemble des classes d'actifs, et c'est justement là tout l'intérêt de notre gestion. Alors, parlons de cette métamorphose des marchés. Comment vous la voyez ? Comment vous la définiriez peut-être ? On commence avec vous, Yann. Il y a une métamorphose profonde sur le marché immobilier qui a commencé avant le Covid. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que la crise du Covid, elle a été un accélérateur fort, mais pas une rupture. Il n'y a pas eu de changement vraiment de direction. C'était une accélération très forte des tendances qu'on voyait à l'œuvre depuis longtemps. Et sur l'immobilier, on en a tous conscience, c'est l'accélération du télétravail. Le télétravail, ça avait commencé avant le Covid. Mais c'est vrai que depuis le Covid, ça a des impacts très forts sur le marché du bureau notamment. Accélération de l'e-commerce qui a des impacts sur le commerce, mais également de façon très forte sur la logistique. Donc voilà, ce Covid, il a une vocation d'accélération des tendances, et on a une vision aujourd'hui un peu plus claire de ce que sera le marché de l'immobilier de demain. L'immobilier, on a l'impression que c'est toujours quelque chose d'assez conservateur, qui ne change pas. Or, si vous regardez l'immobilier de bureau des années 60 et celui des années 2000, déjà, ce n'était pas du tout le même. Et donc, celui d'avant Covid et celui d'après Covid, ce n'est pas du tout le même non plus. Oui. Et après, derrière, on a l'impact de la crise en Ukraine et de l'augmentation des taux et de l'inflation qui vient rajouter une deuxième couche d'impact. Alors, j'allais vous dire, comment vous faites pour avoir une vision claire ? Enfin, je vous admire d'ailleurs, parce qu'on a eu effectivement cette période Covid. On n'a presque plus besoin de la commenter, mais on a vraiment l'impression d'être entré dans une période d'incertitude, notamment concernant l'immobilier, avec cette hausse des taux, avec, on le voit, certains marchés qui sont à la baisse, comme par exemple le marché parisien. Vous arrivez à y voir clair, vous, là-dedans ? Il faut justement garder raison et avoir une vision d'opportunisme. En fait, le marché actuel, il donne accès à beaucoup d'opportunités. On voit clairement un repricing sur l'immobilier commercial, sur l'immobilier résidentiel. Il faut arrêter de raisonner sur le marché immobilier résidentiel. Qu'est-ce que c'est ? C'est fini, en fait. Même sur le marché parisien, il y a une dichotomie très importante. Par exemple, les biens de luxe sont en très forte augmentation parce qu'il y a un retour très fort des étrangers sur la capitale qui achètent des biens de luxe. Et c'est pour ça qu'il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps entre le directeur d'Afnaïm et les notaires sur oui, mais le marché baisse ou le marché baisse pas. Si vous rajoutez les biens de luxe, le marché baisse pas. Mais c'est vrai que si vous regardez sur le petit appartement du premier étage ou du rez-de-chaussée, on est sur une stagnation, voire une légère baisse. Et alors ça, c'est exactement la même chose sur, je dirais, les zones géographiques. Si vous regardez les zones littorales, là encore, il y a eu un effet Covid fort, où il y a un effet d'attractivité forte dans les territoires, de développement, là où avant Covid, on pariait beaucoup sur les grandes métropoles, sur les capitales. Elles restent attractives, mais on a vu vraiment que le Covid avait emmené des mouvements de population, et on voit des croissances fortes encore,
Je vais parler d'une ville chère à notre groupe, qui est Brest. Brest, c'était la ville la moins chère en immobilier pendant très longtemps. Et Brest, maintenant, ça a dépassé les 3 500 € du mètre. On a vu des promoteurs qui vendent des programmes à 6 000 € du mètre à Brest, ce qui était devenu complètement. Et il y a encore des poches de croissance dans ces zones-là. Donc il faut vraiment avoir, et en immobilier commercial, c'est pareil, il faut vraiment avoir une vision d'opportunisme et savoir se positionner sur les marchés les plus attractifs. Votre regard. Oui, pardon. Est-ce que la hausse des taux vous impose d'être beaucoup plus sélectif? Alors, je vais même aller plus loin. On a beaucoup parlé d'investissement prime. Le prime a une rentabilité qui est plus faible. Avec les taux qui sont plus élevés, est-ce que cet investissement a toujours autant de pertinence? Et est-ce que ces hausses des taux vous obligent à chercher des opportunités ou du rendement ou d'aller chercher ailleurs ce que vous n'auriez pas pris avant? Encore une fois, elle ne nous oblige pas, elle nous oblige à la vigilance. Sur un premier point, c'est sur le marché des locataires, parce qu'on va avoir des indexations fortes et donc il faut des locataires qui puissent soutenir les loyers. Donc c'est pour ça qu'on se positionne aujourd'hui sur des locataires de premier plan, parce que voilà, quand vous avez des augmentations de vos loyers tous les ans de 6-7%, ça peut être dur. Mais c'est vraiment source d'opportunité. Nous, on voit, on a acheté pour notre véhicule Territoire Avenir il y a 15 jours un portefeuille logistique situé en Normandie sur la 13, donc extrêmement bien placé, à un taux de 5,30. C'est quelque chose qui, avant l'Ukraine, se serait vendu entre 4 et 4,25. Et clairement, les taux prime ont shifté complètement, puisqu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. On est une classe d'actifs financiers comme une autre. Donc acheter de l'immobilier en dessous de 4% aujourd'hui, ça n'a pas de sens quand vous avez des produits obligataires ou qui sont au même niveau. Et donc, ça a fait bouger toute l'échelle de taux sur les différents actifs. Et la vraie question, c'est est-ce que les vendeurs aujourd'hui sont prêts à vendre à ces prix-là? On sait que on l'a vu en 2008-2009, les premières phases de marché, c'est avant qu'il y ait une augmentation des taux. On est sur des marchés qui ont une certaine résilience. Et donc, il y a plein de vendeurs qui n'ont pas besoin de vendre, en fait, tout simplement. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment se positionner sur des actifs où les vendeurs ont besoin de vendre. Et là, il y a des belles opérations à faire avec des repricing. Nous, on a vu des repricing sur certains actifs de l'ordre de 15-20%. Et donc ça, pour des fonds en création comme le nôtre, c'est une super opportunité parce qu'on a un time to market qui est parfait. On n'a pas accumulé pendant 10 ans ou même 3-4 ans des biens à 3-4%. Directement, on peut se positionner sur des biens avec des prix intéressants et on le voit sur les performances de nos fonds. Territoire Avenir qui a été lancé le 7 juin, on est sur une performance de plus de 3,5% en 7 mois, ce qui fait plus de 6% annualisé. Et ça, c'est le time to market en fait. C'est le gérant, mais c'est aussi le time to market. Ça me rappelle l'histoire du fonds euro entre nous. On va demander son regard à Éric Lory dans un instant. Vous avez commencé à répondre à notre sondage en ligne. Quelle classe d'actifs est selon vous la plus décorrélante? Continuez à le faire. Je vois les premiers résultats qui apparaissent et ça va vous intéresser. On est à touche-touche entre le private equity qui est à 37% de vos réponses, mais vous n'avez pas tous voté, et l'immobilier, on vient d'en parler, qui est à 35%. La première de nos chroniques, on parle beaucoup ces temps-ci d'inflation, une inflation qui déboussole les épargnants. C'est la première chronique de Laetitia Barrier. Alors, j'aime beaucoup la question parce que quand on regarde la définition de métamorphose dans le Larousse, concrètement, c'est transformation d'un être en un autre. Alors, en littérature, c'est très kafkaïen. Dans le règne animal, c'est la chrysalide vers le papillon. Je vais tout de suite vous rassurer, il n'y aura pas de métamorphose de Primonial REM France en 2023. On va continuer à faire ce que l'on sait bien faire, gérer l'épargne de vos clients. Je vous rappelle qu'on est assis sur 34 milliards d'euros d'épargne qui ont été collectés majoritairement auprès d'une clientèle grand public. On va toutefois, et ça je peux vous le garantir, nous employer à continuer à améliorer l'existant, améliorer nos portefeuilles et les amener en fait en termes de transition énergétique vers la trajectoire zéro carbone. Mais à côté de ces objectifs environnementaux, on va s'attacher aussi à avoir des objectifs sociétaux assez ambitieux, notamment sur le résidentiel, mais aussi et surtout sur la santé, pour laquelle nous avons déjà un programme d'investissement déjà très important en 2023 sur la SCPI Primovie et puis sur la SCI Cap Santé. Et là, c'est un peu un scoop, la SCI Cap Santé rouvrira à la commercialisation
en début d'année 2023. Investir dans la santé, vous le savez, c'est répondre à des enjeux démographiques assez importants, de vieillissement, et puis des enjeux immobiliers également pour faire face, bien sûr, à des besoins en termes d'infrastructures toujours croissants. Donc investir dans ces fonds de santé, c'est permettre à chacun de pouvoir contribuer, ainsi que nous-mêmes par ailleurs, à investir de manière responsable et puis contribuer favorablement à avoir un impact positif dans la société. L'inflation déboussole les épargnants. Selon plusieurs études réalisées en 2022, on peut faire un premier constat. Lorsque les Français anticipent une baisse de leur niveau de vie futur, par exemple la diminution de leur pouvoir d'achat, ils privilégient l'épargne à la consommation. Cependant, ils ne savent plus vers quel placement se diriger, ils cherchent à protéger leur patrimoine, mais ne savent plus comment s'y prendre. La réaction des épargnants investisseurs est largement attentiste. Seulement un tiers d'entre eux ont modifié leur stratégie de placement et estiment que le moment n'est pas propice au placement en actions, proportion en hausse par rapport à 2021. En cause, évidemment, les incertitudes concernant l'évolution de la situation économique. Alors, quels sont les critères qui influencent le plus le choix d'un produit d'épargne ou de placement ? Premièrement, le rendement attendu. Deuxièmement, le niveau de risque. Le critère de rendement a toutefois perdu de son importance en 2022 et 58% des Français ne sont pas prêts à accepter un peu plus de risque sur une partie de leur placement, malgré la rémunération faible des placements garantis. Ils épargnent donc par facilité sur les livrets A, puis sur l'épargne retraite et l'assurance vie en unité de compte, suivie des actions d'entreprise cotées. Dans ces conditions, l'accompagnement des épargnants paraît primordial, qu'ils ne prennent pas de décisions radicales pensant faussement préserver leur capital de l'inflation. Deuxième point saillant constaté dans ces études, dans ce contexte anxiogène, les épargnants sont démunis par le trouble qui les anime. Résultat, presque la moitié se montre de plus en plus enclin à vouloir être accompagnés par un spécialiste, expert en placement, afin de les aider à protéger leur capital et leur patrimoine. Et vous me direz donc, pourquoi l'autre moitié des épargnants rechignent à faire appel à un spécialiste ? Alors tout d'abord, parce que par manque de confiance, ils préfèrent gérer eux-mêmes. Ensuite, parce qu'ils ont l'impression que faire appel à un spécialiste est réservé aux grandes fortunes. Également parce qu'ils pensent que ce type de service est trop cher. Et pour les autres, parce qu'ils n'y ont même jamais pensé. Autant dire que nous pouvons constater qu'une fenêtre est bien ouverte et grande ouverte pour le conseil de qualité auprès des épargnants. Comme je le dis souvent, pédagogie et transparence sont les maîtres mots d'un conseil de qualité, ce qui va dans le sens des préconisations des autorités de tutelle et de la réglementation. Alors, tous ensemble, aidons les épargnants à y voir plus clair et donnons-leur les moyens de mieux épargner. Voilà, Laetitia Barrier qui est, comme toi, assez optimiste. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités dans les temps à venir. Vous aurez compris qu'avant chacune des chroniques, il y a une petite page de publicité. Là, c'était avec l'ami Chambéry, par exemple. Éric Lory, votre regard sur cette métamorphose des marchés ? Alors, la métamorphose sur les actions, le mot est fort, en fait, je le comprends très bien sur les marchés de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est un mot qui... c'est assez profond, le changement. Sur les marchés actions, il y a une forme de prise en compte des facteurs qui influencent la valorisation des actions, à savoir donc, les taux d'intérêt influencent la valorisation des actions, l'inflation qui est un élément essentiel dans les coûts des entreprises ou voire dans les revenus lorsqu'il y a du pricing power influence la valorisation des actions. Évidemment, ce que l'on a vu cette année, l'année 2022, à partir de la guerre en Ukraine, la crise énergétique qui en a suivi, donc les contraintes énergétiques influencent les moyens de production et donc la valorisation des actions. Mais si on regarde 2022, le marché actions a légèrement baissé, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Sur 2023, pour l'instant, il a quasiment récupéré les 2/3 de ce qu'il a perdu. J'exagère un peu, mais on en est là. Donc, il n'y a pas il y a une évolution, il n'y a pas de révolution. C'est au sein des actions, c'est là où c'est plus intéressant. Si on regarde les indices, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose sur les actions. Si on regarde à l'intérieur, là, l'impact des changements que je viens de décrire, oui, là, on les voit. Et je dirais le principal impact assez net qu'on voit, c'est un changement d'intérêt des investisseurs au sein des marchés actions qui, sur les
10-15 dernières années était très attiré par toutes les sociétés de croissance, qualité, avec beaucoup de visibilité, les sociétés qui sont principalement assises pour leur croissance sur la stabilité, la croissance mondiale, l'évolution de la Chine, etc. Et là, les valorisations de ces sociétés-là ont quand même accusé le coup, de par un effet tout simplement mathématique de la hausse des taux, parce que là, quand on fait une valorisation, la hausse des taux pèse beaucoup plus sur ces valeurs-là que sur des valeurs cycliques sur lesquelles les valorisations sont très basses. Et donc, il y a eu un vrai changement d'intérêt des valeurs de croissance vers les valeurs value. Voilà, c'est ça essentiellement qui s'est produit dans les marchés actions. À vous entendre, j'ai l'impression malgré tout que c'est comme si les bourses étaient un monde à part. L'immobilier plein pied dans la société et les bourses sont un monde à part. Pourtant, elles réagissent, ces bourses, très fortement aux incertitudes, aux grands changements géopolitiques. Vous l'avez dit, évidemment, à l'inflation. Pourquoi elles réagissent si peu ? La question est candide dans ce cas. La réponse, non, mais la réponse n'est pas simple. C'est une question d'anticipation, de flux. On a tendance beaucoup, le commun des mortels, j'ai envie de dire, que je suis, on a tendance à regarder les journaux, on a tendance à regarder ce qui s'est passé. Et le marché des actions a tendance quand même beaucoup à anticiper ce qui va se passer dans l'avenir. Là, il y a une forme d'optimisme. D'accord. Donc le marché est optimiste, c'est la bonne nouvelle. nouvelle. Tout à fait, il y a une forme d'optimisme que je constate, parce que je la partage. Ou en tout cas de conservatisme, c'est-à-dire il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'affolement, comme on a pu le voir à certaines périodes il y a une quinzaine d'années. Non, il y a une prise en compte des paramètres que je viens de décrire, mais est-ce qu'il y a une prise en compte profonde de ce que pourrait être Là, maintenant, je rentre dans le mot métamorphose, une vraie métamorphose d'une société qui est, on va dire, pour les marchés actions, ce qui sera dur, c'est contrainte en énergie et donc une croissance économique mondiale durablement très faible. Non, là, il n'y a pas de prise en compte de ça dans les marchés actions. Philippe. Éric Loris, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites de gestion alternative, vous avez plusieurs stratégies qui sont décorrélées les unes des autres, ou décorrélées du marché et décorrélées les unes des autres dans votre gestion. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie qui est mise en place par rapport à la hausse des taux ou par rapport à l'inflation ? Et après, j'aurai une deuxième question par rapport à des milieux. Non, alors, nous, notre stratégie de gestion alternative, c'est donc, notre matière première, c'est les actions. Ceci dit, on n'est pas exposé aux actions, puisque notre stratégie, c'est d'avoir un portefeuille long et un portefeuille short en même temps, simultanément. Donc, quand les actions montent ou quand les actions baissent, on n'est pas spécialement impacté. Si les actions baissent, on gagne de l'argent sur notre portefeuille vendeur et on va en perdre sur notre portefeuille long. Et est-ce que vous avez une stratégie justement mise en place sur les taux ? Pas du tout ? Non, notre stratégie vis-à-vis de ces facteurs exogènes qui impactent fortement les actions à l'intérieur des actions, notre stratégie, c'est de ne pas s'y exposer. C'est-à-dire que quand on achète et on vend simultanément, on peut acheter et vendre simultanément des sociétés qui ont le même type de sensibilité à ces facteurs-là. Si j'achète une valeur de croissance parce que je pense qu'elle a beaucoup d'upside et je vends en même temps une valeur de croissance parce que je pense qu'elle a moins de potentiel, je vais potentiellement gagner de l'argent si j'ai raison, dans ma croyance, mais les taux vont impacter de la même façon ces deux sociétés-là. C'est-à-dire que j'essaye au maximum de ne pas avoir à me poser la question, est-ce que les marchés actions vont monter ? Est-ce que les taux d'intérêt vont remonter ou vont rebaisser ? Et je fais en sorte de construire un portefeuille qui est assez insensible à ces sujets-là. C'est ce qui fait notre décorrélation. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement décorrélé de la hausse et de la baisse des marchés actions, parce qu'à l'intérieur de notre gestion, quand on achète et on vend des actions, on fait aussi attention de ne pas s'exposer à des paramètres qui pourraient évidemment, à l'intérieur du marché action, avoir trop d'impact. Vous êtes le véhicule tout-terrain de la métamorphose. On fait ça depuis Pléiade, le fonds qu'on gère principal qui fait ça, on est là depuis 2006. On a vécu différentes phases de marché. 2008, on était positif. 2011, 2020. Voilà. On ne gagne pas de l'argent tout le temps, mais en fait, voilà, on a quand même une régularité, un ratio de Sharpe de 1 depuis 15 ans maintenant. Et donc, effectivement, on peut dire ça à tout terrain. Effectivement, c'est un beau mot. Alors, on en reviendra aux produits que vous voulez mettre en avant dans un instant. Question assez large sur vos process globaux et notamment sur la façon dont vous intégrez l'ESG. Et naturellement, pendant ces 3 journées, ce sera une sorte de filigrane dans vos stratégies. On commence par vous, peut-être, Yann.
Pour nous, c'est essentiel. Alors, Arkéarem, c'est une société de gestion assez récente, puisque on date de 2021 et notre agrément date de début d'année dernière. Et donc, on a pu intégrer tout de suite cette dimension-là dans... Vous êtes arrivé déjà dans une phase et c'est beaucoup plus simple, en fait. mûre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour avoir travaillé sur des labellisations ISR de portefeuille, de fonds qui faisaient 2 milliards, 3 milliards, c'est du travail. C'est plus d'1 an de travail, 1 an et demi. Quand vous lancez une société de gestion et que vous, intégrez ça dès le départ, c'est beaucoup plus simple. C'est essentiel pour nous. Aujourd'hui, Crédit Mutuel Arkea est la seule banque entreprise à mission en France. Et donc, on se devait que l'ensemble des produits qu'on lance soient labellisés ISR. Et donc, Territoire Avenir qu'on a lancé en juin est labellisé ISR. La SCPI Transition Europe qu'on a lancée depuis le 2 janvier est labellisée ISR. Et l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on fait des choses extrêmement concrètes et qu'on peut dire ce qu'on fait et qu'on peut montrer l'impact. Le label ISR immobilier, il a cet avantage-là par rapport au label ISR Valeur Mob. Et que c'est obligatoire en plus aujourd'hui. Enfin, vous dites c'est essentiel. C'est un label qui est récent. Obligatoire, mais enfin. Et qui devient obligatoire. Oui. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui pourrait s'asseoir sur l'ISR ou sur... C'est ça, surtout qu'en immobilier, on est tenu par des mesures réglementaires. À l'horizon 2030, il faut que l'ensemble des actifs d'immobilier commercial ait baissé leur consommation d'énergie de 40%. Donc si vous vous réveillez en 2028 ou en 2029, ça va être très compliqué pour vous. Donc non, il faut que ça soit vraiment depuis le départ. Et on a un impact très important. Par exemple, sur la SCPI Transition Europe, on a mis dans notre grille ISR un objectif de lutte contre les îlots de chaleur. Parce que quand vous avez un actif immobilier et que vous avez des grands parkings enrobés, goudronnés, et bien vous savez que si ce parking, vous le plantez de façon dense, alors ce n'est pas d'aller mettre un arbre tous les 15 mètres, mais vraiment de façon dense, vous pouvez baisser la température sur votre site de plus de 6 degrés en été. C'est gigantesque. Et ça ne coûte pas grand-chose et c'est un impact très fort sur l'environnement immédiat. Donc on a vraiment des impacts vraiment très forts et c'est pour ça qu'on veut, nous, être leader sur le sujet clairement parce que c'est dans le sens de l'histoire, tout simplement. Et c'est vertueux aussi, parce que moins de consommation énergétique pour un certain nombre de... Non, mais c'est ça aussi. Le label ISR, il ne se suffit pas à lui-même. Notre conviction, c'est que en intégrant ce label ISR et en se posant ces contraintes à nous-mêmes, on crée de la valeur à moyen terme, puisque ces actifs, du coup, on est beaucoup plus exigeant avec eux, on les améliore, et donc à moyen terme et à long terme, ils sont beaucoup plus attractifs pour les locataires. C'est des actifs dans lesquels les locataires vont avoir envie de rester, et surtout, on le voit avec nos locataires. On a des locataires qui sont extrêmement en demande. Voilà, on a acheté un site sur Territoire Avenir à la TECOR à Montpellier. La TECOR nous a dit on est hyper content parce qu'on veut travailler avec vous sur ce site, comment améliorer ses performances énergétiques, parce que derrière, eux vont pouvoir intégrer ça à leur propre reporting ESG. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. En fait. Avant qu'Éric Lory réponde, une petite question qui nous arrive d'Estelle Laurent, qui se demande si la crise immobilière aux États-Unis peut avoir un impact sur les actifs européens. Forcément, oui, parce que tous les marchés sont liés. Il y a des investisseurs américains qui investissent en France. Mais sans commune mesure, je pense, avec 2008, on était vraiment sur une crise immobilière. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une crise immobilière. Et on avait des fondamentaux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on avait des fondamentaux immobiliers avant la crise qui n'avaient rien à voir. C'est-à-dire qu'on avait une surproduction en 2008-2009 avec beaucoup d'immeubles en construction. Alors, on peut avoir des quartiers encore en surproduction. La Défense, typiquement, est un quartier en surproduction. Mais globalement, on n'est pas en surproduction. On avait des taux de vacances avant le Covid extrêmement faibles. Et pour preuve, aujourd'hui, l'immobilier de bureau dans Paris, vous pouvez toujours critiquer l'immobilier de bureau, mais l'immobilier de bureau dans Paris, un locataire, allez essayer de trouver des surfaces de 1000, 3000 m² à louer dans Paris. Aujourd'hui, c'est impossible parce qu'il y a un recentrage. Vous regardez les annonces d'EY, EY a annoncé qu'il quittait la Défense, la Tour First, pour prendre la moitié de surface avenue de la Grande Armée. Et clairement, c'est quelque chose qu'on voit. Les périphéries vont souffrir. Clairement, on voit déjà, alors si on va au-delà de la première périphérie... Mais pas les centres-villes, Mais les centres, les grands centres ont toujours cette attractivité forte. C'est bien parce que vous allez contre une idée reçue, effectivement. Donc, impact faible de ce qui se passe aux États-Unis. Votre réponse, Éric Lory, avant que vous nous présentiez vos produits. Alors, en gestion alternative, nous sommes article 8, donc ce n'est pas un fonds à impact. Donc là encore, comme pour la métamorphose, on va dire que c'est moins profond. Ceci étant, on a beaucoup travaillé sur les 5 dernières années pour formaliser, pour être article 8. On a formalisé énormément ce que l'on faisait déjà relativement naturellement en ESG
au sein de notre gestion. Et ça prend la forme d'exclusion sectorielle. L'essentiel du travail, il est fait sur la patte longue, hein, comme je vous l'ai dit. Nous, on est à la fois portefeuille acheteur et portefeuille vendeur. L'essentiel de nos mesures ESG, elles sont faites sur la patte investissement, en fait. Et là, ça prend la forme d'exclusion. Ça prend la forme aussi d'engagement vis-à-vis des sociétés, c'est-à-dire on s'engage vis-à-vis des sociétés et vis-à-vis des clients à être... à poser des questions et à obtenir les réponses avec satisfaction aux sociétés sur toutes ces questions ESG. Alors, et c'est essentiellement là qu'on a de l'impact. Parce que nous, on ne gère pas si gros que ça, finalement. Après, on peut imaginer une stratégie long-short où vous soyez acheteur de green et vendeur de non-green. C'est quelque chose que vous pouvez envisager ou pas? Parce que là, pour le coup, vous êtes super vertueux. On ne fera pas ce genre de choses parce que ça revient à s'exposer à un biais qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une forme de biais sur laquelle finalement on a assez peu de prise en termes de flux. Et là, on peut, je pense que ceux qui se sont exposés à ce biais en gestion alternative, il y en a certains, hein, il me semble. L'année dernière, c'est catastrophique les performances. C'est catastrophique au sens où je pense que les clients sortent. Petite dernière question, parce qu'effectivement, la gestion alternative, il y a eu le spectre de 2008 qui revient de temps en temps, et c'est justement cette volonté de ne pas s'exposer à ces biais externes qui fait qu'on ne va pas rentrer dans le schéma de 2008 où toute la gestion alternative c'était un peu, avait souffert hein, quelque part. Enfin, alors, la gestion alternative en général a souffert en 2008, effectivement, parce que dans la gestion alternative, il y a énormément de choses différentes, et notamment des business models qui sont basés sur des dérivés, sur beaucoup de leviers, sur peu de liquidités. Tous ces des modèles qui s'auto-vérifient ou voilà, non, mais en tout cas qui sont pas faits pour subir des chocs trop importants. Là, nous, ce qu'on fait, c'est extrêmement simple. On achète des actions, on vend des actions. C'est une liquidité jour. Et 2008, voilà, comme je vous le disais, on a fini l'année, on était à plus, c'était pas épais, hein, mais c'était plus 1%, il me semble, si j'ai bon souvenir. C'était déjà bien. Voilà, on avait quand même. Voilà. Alors, avant que vous nous parliez brièvement de vos produits, on a déjà pris du retard, mais c'est dire à quel point le débat est passionnant. On va marquer de nouveau une petite page publicitaire suivie d'une chronique qui va prolonger ce que vous venez de nous dire, comment mettre la finance au service de la planète. Ce sera la chronique de Julie Leroy. Suite à une année 2022 marquée par un beau développement pour Origestion, nous allons continuer en 2023 à investir en termes de moyens humains et techniques. 2022, ce sont 9 recrutements réalisés pour Origestion et nous continuerons en 2023 pour accompagner nos partenaires CGP et Family Offices en matière de gestion sous mandat et de fonds dédiés sur mesure avec une tarification adaptée. 2023, c'est également pour Origestion un tournant en matière d'ESG. L'ensemble des fonds de notre gamme va passer ESG avec à minima des fonds article 8 en communication centrale. Par ailleurs, 2023, c'est également l'année de la métamorphose en termes de taille, puisqu'il est envisagé d'acquérir une ou plusieurs sociétés de gestion avec des opérations en cours d'analyse. Cela ne changera en revanche rien à notre ADN entrepreneurial et à notre esprit d'indépendance. Nous y sommes très attachés et nos partenaires également. Vous en saurez plus dans les prochains mois. Bonjour à tous. Faire de Paris le premier centre financier mondial de la finance à impact. C'est l'objectif que se sont fixés Bruno Le Maire et Olivia Grégoire en collaboration avec Finance for Tomorrow à Bercy le 25 mars 2021. C'est un objectif très motivant et très séduisant. Mais concrètement, c'est quoi la finance à impact ? À qui s'adresse-t-elle ? Et comment bien investir ? Voici pour vous les réponses à toutes ces questions. C'est quoi la finance à impact ? C'est une stratégie d'investissement qui cherche à changer le monde tout en obtenant des retours financiers. La finance à impact, elle cherche une rentabilité environnementale, une rentabilité sociétale, ainsi qu'une rentabilité financière. En bref, un impact. Un impact positif, commun et mesurable. Et le fait que la finance à impact doit répondre à des objectifs de résultats mesurables, ça la rend en quelque sorte
plus exigeante et plus proactive que la finance responsable. C'est une sorte de garantie pour éviter le phénomène de greenwashing. Ça crédibilise la finance à impact auprès des investisseurs. Justement, c'est qui ces investisseurs? Au-delà des financiers, comme les sociétés de gestion, les banques, au-delà des entreprises, ce sont les épargnants qui sont les destinataires finaux de ces produits de finance à impact. Des épargnants qui souhaitent placer leur épargne avec conviction, avec sens, au service de la planète, au service de la société. Et face à la montée en puissance de ces préoccupations environnementales et sociétales, les épargnants en quête de sens sont de plus en plus nombreux. Le secteur de la finance à impact en France a progressé de 9% entre 2019 et 2020. Il a atteint plus de 4,3 milliards d'euros d'encours avec près de 1,9 milliard d'euros investis au cours de l'année 2019. Pour répondre à cette demande et à ces enjeux, de plus en plus de fonds d'investissement se créent. De plus en plus de supports sont disponibles. Alors, comment s'y retrouver? Comment bien investir? Pour ça, vous pouvez faire confiance au service d'ingénierie financière Norcia. En 2021, nos experts ont réalisé un dossier complet sur la finance à impact positif, dans lequel vous retrouvez une analyse complète du marché. Ils analysent régulièrement l'offre afin de réaliser une sélection objective parmi les meilleurs supports du marché et vous constituer une offre diversifiée et complémentaire, composée d'OPCVM, de produits structurés, d'immobilier, des mandats également. Ils mettent également à votre disposition des documents synthétiques d'analyse qui vous permettent d'étudier et de comparer les différents supports. Enfin bref, tous les outils nécessaires pour bien comprendre et bien investir. Alors, ne manquez pas cette occasion et donnez du sens à l'investissement de vos clients. Faites un pas en avant et osez la finance à impact positif. Oser la finance à impact positif, effectivement, Julie Leroy, qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Allez, on prend 2 minutes chacun pour que vous nous présentiez certains de vos produits, ceux que vous avez en tout cas envie de mettre en avant. Yann. Alors nous, on vient de se lancer, donc on a seulement 3 produits. Territoire à revenir qui a été lancé en juin, qui fait parmi les meilleures performances du marché, comme je le disais tout à l'heure. Et je voudrais parler surtout de Silver Avenir, parce que Silver Avenir, c'est nos fonds historiques qu'on a récupérés en gestion, qui étaient avant gérés par la Fédérale Finance Gestion. On fait une très belle année sur Silver Avenir. Comment on a fait une très belle année? Parce que là, pour le coup, c'est un fonds résidentiel, c'est du viager sans rente. On fait une très belle année parce que l'offre, je dirais, plaît beaucoup aux seniors et on a vraiment une forte augmentation du sourcing sur ces biens. On a fait 240 millions d'investissements l'année dernière sur ce véhicule contre 110 en 2021. Et tout en maîtrisant la collecte. C'est un fonds sur lequel vous vous êtes rendu compte, vous avez des collectes limitées et ça nous a permis de délivrer une belle performance parce qu'on finit l'année à 5,30 de performance et avec des expositions dans des régions. Il y a la moitié de l'exposition de Silver Avenir qui est en PACA et PACA, ça reste un marché où le viager marché est immobilier, important. Le viager est important et surtout le marché immobilier continue à augmenter. On parlait des différenciations entre les régions. PACA, c'est une région qui attire beaucoup et donc et où la population est un peu plus âgée que la moyenne, avec tout le respect qu'on leur doit. Donc, Exactement. Donc on va. Jamais j'irai habiter dans le sud. Ben non, tu es trop jeune, de toute façon. Et donc on va toujours continuer à maîtriser cette collecte en 2023, en la réouvrant peut-être un peu plus fort, parce qu'on sait dorénavant qu'on peut faire 250 millions d'investissements. Donc on va viser à peu près 300 millions l'année prochaine sur Silver Avenir d'investissement. Donc on peut faire à peu près une collecte équivalente. Donc ça va vous permettre à nos partenaires CGP de collecter un peu plus sur ce support. Et puis pour finir, on a lancé le 2 janvier une SCPI qui s'appelle Transition Europe, qui démarre très très fort, qui est une SCPI des nouveaux usages immobiliers en Europe, donc hors France, pour les avantages fiscaux qu'on connaît, parce que donc, nos SCI sont distribués en assurance vie, et cette SCPI, le but c'est vraiment de pouvoir la vendre en direct via nos partenaires. Donc les SCPI, ça rejoint ce que Philippe nous disait tout à l'heure. Silver Avenir, gros succès. Oui. Donc, et ça, c'est une SCI qui travaille effectivement sur la métamorphose sociétale. Pardon, je suis à bout de souffle. Et en plus, la news personne a sur Silver Avenir, c'est qu'on est passé article 8 depuis le 1er janvier. C'était un fonds qui avait été créé il y a longtemps, donc il était article 6, on a tout mis en œuvre et on est passé article 8 depuis le 1er janvier. Donc voilà,
c'est Arteco 8, d'accord. Exactement. Très bien. J'avais entendu Arte Covid, ce qui voilà. Très bien. Éric Lory, vos produits. Alors, je vais vous parler d'un seul produit, donc le fonds Pléiade, qui est le pilier de notre société et qui représente la stratégie que je vous ai expliquée. Donc, c'est extrêmement facile à comprendre. C'est du long short market neutre, donc on n'est pas exposé au marché actions. Pour autant, les marchés actions, c'est la matière première avec laquelle on travaille. Donc, secteur par secteur, on achète un portefeuille donc constitué des valeurs dont on pense qu'elles ont beaucoup de perspectives. On vend un portefeuille, donc c'est bien secteur par secteur, c'est pour ça qu'on n'a même pas d'exposition sectorielle, au-delà de ne pas avoir d'exposition au marché actions. Donc on vend les valeurs dont on pense qu'elles n'ont pas de perspective, et quand vous nous confiez 100 €, en moyenne, on va investir 100 € sur le portefeuille acheteur, et on va vendre à hauteur de 100 € sur le portefeuille vendeur. Ce qu'on espère en tirer, en moyenne de cette stratégie, c'est une stratégie plus, c'est pas un investissement dans une classe d'actifs, c'est vraiment un investissement dans une stratégie, c'est entre 300 et 500 bips par an, donc 3 et 5% par an. À cela s'additionne ou se soustrait, parce que sur les 5 dernières années, c'était plutôt une soustraction qu'une addition. Vous voyez bien que quand on nous confie de l'argent, comme on dépense l'argent pour acheter le portefeuille long, mais on reçoit l'argent du portefeuille qu'on a vendu, à la fin, il nous reste l'argent qu'on nous a confié. Donc cet argent qu'on nous a confié, parallèlement, on l'investit dans le marché monétaire, donc de la façon la plus sécuritaire possible. Et le marché monétaire, sur les 5 dernières années, ça coûtait à peu près 0,5% par an. En 2023, on estime que ça va plutôt nous rapporter dans les 2% par an. Donc ça s'additionne à à l'alpha qui est censé générer ce portefeuille, donc qui est lui complètement décorrélé des marchés actions et des marchés de taux et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc la composition de la performance se fait comme ça. Donc je dirais entre 3 et 5 sur notre core business, et puis après l'investissement dans le marché monétaire qui là devrait nous rapporter à peu près 2. Donc c'est un fonds résilient à la hausse des taux. Complètement. Pléiade, on rappelle le nom. Vous brûlez de connaître le résultat du sondage. Évidemment, regardez, il apparaît. Quelle classe d'actifs est selon vous la plus décorrélante? C'est le private equity qui arrive très largement en tête avec 48%, l'immobilier à 29%, la gestion alternative sur la troisième marche du podium, 15%. Et puis vous le voyez, les produits structurés, les OPCVM actions obligataires sont en dernière position à 2%, private equity. La classe d'actifs la plus décorrélante pour nos nombreux téléspectateurs. Un immense merci, messieurs. Je pense qu'on peut vous applaudir pour cette brillante intervention. Merci. On va parler de hausse des taux dans un instant. Je suis sûr que vous allez suivre ça en coulisses. Ce sera notre deuxième table ronde avec des dirigeants d'H2O. Est-ce que c'est une opportunité ou un fléau? Juste après une toute petite pause publicitaire. Alors, bien plus qu'une métamorphose, en 2023 pour KRM, ça sera l'année de son déploiement, l'année de son accélération, de sa consolidation, tant par la qualité de sa gamme que par ses équipes dédiées, notamment à nos partenaires. Par ailleurs, en 2023, ça sera également l'occasion pour KRM d'avoir une image européenne avec ses premiers investissements hors des frontières. Et enfin, c'est l'occasion pour Arkea de continuer à promouvoir ses expertises dans la continuité des exigences d'une entreprise à mission et comment, en accompagnant les transitions environnementales et sociétales au service des territoires et de leur avenir.